Dans les épisodes précédents, nous avons discuté ce que cela signifie d'être un animal. Maintenant que nous connaissons les règles sur la façon de distinguer un type d'animal et un autre, jetons un coup d'œil aux animaux eux-mêmes, en commençant par notre arbre de vie animal ou cladogramme. Nous constatons donc que la différence entre les ancêtres des animaux et les vrais animaux était la distinction entre les cellules eucaryotes devenant multicellulaires à partir des ancêtres unicellulaires. Et c'est essentiellement où notre lignée animale commence, avec les premiers eucaryotes multicellulaires qui ingèrent leur nourriture. Nous sommes en train de parler des éponges maintenant. Les éponges sont essentiellement des organismes constitués d'un ensemble de cellules. Elles n'ont pas de type de tissu. Elles ont juste un tas de cellules différentes, donc beaucoup sont spécialisées pour accomplir de fonctions particulières. La multicellularité trouve son origine au stade embryonnaire, lorsque le zygote fécondé subit alors une division cellulaire. Il va se diviser et se divise et se divise jusqu'à ce qu'il y ait beaucoup de cellules, qui composent ce blastomère, qui est en fait un sac rempli de fluide entouré par une couche de cellules. Dans le cas des animaux les plus primitifs, ces cellules ont développé des rôles spécialisés, mais il n'y avait pas de couches qui se sont formées dans l'animal. Comme nous le verrons plus tard, les couches spécialisées étaient à l'origine des tissus. La multicellularité est une situation dans laquelle les cellules sont mutuellement obligées de faire partie du même organisme, liées par leurs relations communes, dans la mesure où elles ne seraient pas capables de survivre par elles-mêmes. Et si j'étais pour couper mon pouce, ça ne survivra probablement pas longtemps sans le restant de moi. Et cela, c'est parce que chez des organismes plus complexes, les cellules jouent des rôles très spécialisés et ils ont besoin de toutes les autres cellules de l'organisme au complet pour atteindre tous leurs besoins. Mais ce n'est pas vrai pour tous les animaux. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous enlevez une partie du corps pour essayer de créer un autre organisme, mais ça ne fonctionne pas, ces maudites cellules spécialisées. Mais là, vos troubles sont terminés avec le Super Spongiomatic 2000 de Ranco. Oui, c'est ça, notre Spongiomatic 2000, ça rend votre éponge dans un millier de différents petits morceaux, puis ça reste un organisme au complet. C'est ça, mes amis, on met notre éponge dans le Super Spongiomatic 2000 qui tourne, ça roule, ça coupe, ça tourne, ça marche. On met l'éponge au complet, puis on ferme notre Spongiomatic 2000 et on touche le bouton de power qui nous convient. Bon, et là, maintenant, on a notre mélange de Spongiomatic 2000 de Ranco. On n'a rien qu'à prendre notre mélange et le verser dans notre contenant. Presque immédiatement, ces cellules vont commencer à se rassembler ensemble puis former un autre organisme vivant. Ah, c'est rafraîchissant! Et ça marche! Pour ceux et celles qui n'ont pas remarqué, aucune éponge vivante a été blessée pendant le tournage de cet épisode. High five, vraie éponge! Mais le but, c'est de reconnaître que chez les éponges, la multicellularité, c'est toujours une relation un peu floue. C'est-à-dire qu'ils sont très capables de régénérer des parties du corps lorsque les cellules deviennent séparées les unes des autres. Maintenant, dans les éponges, la forme du corps principal est essentiellement un tube ou une sorte de cheminée avec des trous dedans et les cellules spécialisées à l'intérieur qui aspirent l'eau à travers les pores de la paroi du corps, ce qui amènera aussi de la nourriture
des particules et de la matière organique ou des petits micro-organismes qui seront ensuite ingérés par les cellules nourricières à l'intérieur, avant que l'excès d'eau soit expulsé par le haut de la cheminée ou l'osculum. Il y a aussi une forme d'éponge avec des corps plus semblables à une croûte, où les éponges ne forment pas nécessairement de hautes cheminées, mais le mécanisme est plus ou moins le même, où l'eau est toujours aspirée par les pores et la nourriture et les gaz respiratoires sont extraits à travers les choanocytes dans les chambres intérieures. Quelles sont ces cellules spécialisées? Eh bien, ces choanocytes chez les éponges portent une ressemblance frappante avec ces protistes choanoflagellés que nous avons vus plus tôt, où un corps cellulaire est entouré par un collier collant avec un flagelle qui dépasse. Ce sont également les mêmes types de cellules formatrices de courant et cellules digestives que l'on trouve dans la paroi interne du spongiocèle ou la cavité interne de l'éponge. Leur processus d'alimentation par filtration est un processus dans lequel le flagelle bat comme un fouet et attire un courant qui aspire l'eau de l'extérieur à travers ses pores. Et ça transporte leur matière organique dont ils vont se nourrir. Les particules de matière organique vont se coller au collier recouvert de mucus, qui va ensuite faire la navette de ces particules de nourriture vers le bas, vers le corps cellulaire principal, et seront engloutis dans une vacuole digestive pour la digestion à l'intérieur de la cellule. Maintenant, les éponges sont des animaux sédentaires, ce qui signifie qu'elles sont incapables de se déplacer, et cela fournit un certain nombre de défis pour répondre à certains besoins dans leur cycle vital. Comme nous venons de voir, en créant un courant d'eau, ils peuvent amener leur nourriture jusqu'à eux, puisqu'ils ne peuvent pas se déplacer pour rencontrer la nourriture. Certaines des contraintes à la vie sessile sont associées à l'incapacité d'échapper à la prédation en s'enfuyant, par exemple. Dans le cas des menaces pour leur survie, les éponges ne peuvent pas nager loin de leurs attaquants. Elles ont donc développé des défenses physiques et des défenses chimiques qu'elles peuvent utiliser pour se battre. Les éponges ont des structures très pointues et hérissées à l'intérieur du corps de l'organisme, connues sous le nom des spicules, qui peuvent être composés de silice ou de carbonate de calcium. Ils sont très pointus avec des dents et des pointes partout. Ils fournissent une sorte de structure squelettique pour l'organisme lui-même, mais aussi très important, ils fournissent une efficace dissuasion à l'alimentation. Tout prédateur qui essaye de prendre une bouchée de l'un d'eux ferait l'expérience des sensations pas très agréables de ces épines s'enfonçant dans les tissus mous à l'intérieur de leur bouche. Les éponges ont aussi des défenses chimiques qui découragent les prédateurs, soit en ayant mauvais goût ou en provoquant la nausée. Mais ce n'est pas le seul défi pour lequel l'éponge a développé une solution chimique. Parce qu'ils occupent un habitat dans l'environnement marin qui est en quantité limitée, c'est-à-dire les plateaux et autres substrats, ils sont également en compétition avec d'autres organismes sédentaires comme les coraux par exemple, pour l'accès à cet habitat limité. Par conséquent, ils produisent aussi des inhibiteurs de croissance qui empêchent d'autres organismes, comme des coraux, de bien se développer autour d'eux et de prendre cet immobilier important. Pour satisfaire le besoin de reproduction sexuelle dans un organisme sédentaire, la solution dans ce cas est de produire des gamètes qui sont capables d'être prises en charge dans la colonne d'eau pour une fécondation externe. Une fois que l'embryon se développe en une larve, il est aussi légèrement mobile et peut se disperser pour trouver un autre substrat sur lequel il peut se fixer pour satisfaire la dispersion des individus qui est autrement impossible quand on est collé au fond de l'océan.
Le prochain type d'organisme animal à évoluer est celui qui a eu une modification chez leur développement embryologique pour former une couche interne et une couche externe à travers ce processus de gastrulation, comme nous l'avons vu, où l'invagination d'un côté de l'embryon fait créer un pli qui deviendra le revêtement du canal alimentaire. Les nideurs sont les animaux les plus simples qui entreprennent ce processus de gastrulation. Il existe plus de 11 000 espèces de nidères, y compris les méduses, les anémones et les coraux. Leur tube digestif est incomplet, dans le sens où un seul trou est fait par le blastopore, qui sert à la fois de bouche et d'anus pour excréter des déchets non digestibles ou non digérés. Il y a une couche interne composée d'endoderme et une couche externe composée d'ectoderme, avec un tas de gelée entre les deux, connu sous le nom de mésoglée. Et c'est la base du plan de corps des nidères. Ainsi, le corps type pour les méduses et les polypes inclut le fait d'avoir une cavité gastrovasculaire qui a été créée par cette gastrulation avec une bouche qui fait également l'orifice d'anus. N'es-tu pas heureux de ne pas être un nidaire? Il existe deux formes principales de corps dans le cycle de vie des nidaires. Le polype, qui est attaché à une surface et possède un anneau de tentacules autour de sa bouche, menant à cet estomac. L'autre forme est celle de la méduse, qui nage librement et inversée avec la bouche vers le bas, mais encore une fois avec l'anneau de tentacules. C'est essentiellement une version inversée du polype et une qui est capable d'être mobile pour se disperser, pour se nourrir et se reproduire. Donc, une chose qu'on notera avec le développement d'un estomac est que pour la première fois, il permet aux animaux d'ingérer des aliments plus gros que ce qui peut tenir dans une seule cellule. Deuxièmement, il permet aussi une adaptation où la digestion peut commencer dans l'estomac avant d'amener les particules alimentaires dans la cellule pour une décomposition ultérieure, ce qui augmente l'efficacité digestive. Donc, si on regarde une section transversale de la paroi corporelle de Nidaria, nous voyons que la couche extérieure de l'ectoderme devient l'épiderme, et celui-ci est composé de cellules épithélio-musculaires, ce qui implique que ce sont des cellules de la peau qui ont une capacité contractile pour le mouvement. Et de l'autre côté de la couche gélatineuse de la mésoglée, nous avons le gastroderme, ce qui est la couche de cellules qui tapissent l'estomac ou la cavité gastrovasculaire. Ces cellules qui tapissent l'estomac sont des cellules musculaires et nutritives sécrétoires, ce qui signifie qu'elles peuvent sécréter des enzymes et des acides et d'autres liquides digestifs dans la cavité gastrovasculaire pour commencer la digestion extracellulaire. Cette digestion à l'extérieur des cellules, mais à l'intérieur de l'estomac, est encore favorisée par l'agitation du contenu liquide avec les battements des cils qui s'étendent des cellules qui tapissent l'estomac. Le processus de digestion extracellulaire est celui dans lequel les particules sont décomposées en dehors des cellules du corps, bien qu'à l'intérieur de l'estomac, avant qu'elles ne soient amenées dans les cellules pour une digestion intracellulaire. Cela permet l'ingestion d'aliments plus gros et de favoriser une digestion prolongée, ce qui va promouvoir une efficacité digestive accrue. En parlant de nourriture, vous serez peut-être surpris d'apprendre que ces animaux qui sont sédentaires ou qui se déplacent très lentement sont des prédateurs. Mais comment est-il possible qu'ils puissent se nourrir d'autres organismes s'ils peuvent à peine bouger pour se déplacer eux-mêmes? La réponse se trouve dans ces cellules spécialisées avec une piqûre ou un harpon qui sont trouvées dans leur épiderme, connus sous le nom des nidocytes.
Ces nidocytes abritent un filament inversé en forme de fouet appelé un nématocyste, qui est enroulé sous une tension et enfermé dans une capsule de la cellule du nidocyte, avec un opercule ou un couvercle, qui est prêt à tirer une fois que l'épiderme est stimulé par contact avec un autre organisme. Le mécanisme entier est déclenché par une gâchette nommée un nidocyle. Il fonctionne un peu comme un diable dans la boîte, dans la mesure où le nématocyste est prêt à tirer sous tension à l'intérieur de sa capsule. Et une fois que le nidocyle est stimulé par le frottement contre un autre organisme, le couvercle s'ouvre et alors le nématocyste se déclenche son propre feu et pénètre les tissus de l'autre organisme, souvent incrustant ces tissus avec des irritants ou des substances toxiques. De plus, le filament est couvert de crochets et de barbes qui agissent comme un harpon pour s'accrocher à cet organisme et le retenir. C'est ce qui permet au nidaire de se nourrir d'autres organismes, malgré le fait qu'il ne peut pas les chasser. Ces cellules nidocytaires agissent comme des harpons qui leur permettent d'attraper leur proie et les attirer dans leur cavité gastrovasculaire. Quand nous référons aux besoins des animaux, beaucoup d'entre eux sont dépendants d'une certaine capacité à se déplacer pour acquérir des ressources ou des nutriments ou d'autres organismes qui ne sont pas forcément à la proximité. Et cela s'applique également à la reproduction sexuelle. Dans ce cas, nous verrons que la métamorphose entre le polype et la phase méduse du cycle vital est une adaptation pour permettre aux méduses de répondre aux exigences de la reproduction en complétant le cycle de vie. La méduse est la phase adulte, c'est-à-dire la phase de maturité sexuelle. Et c'est essentiellement la définition d'un animal adulte, qu'ils ont atteint la maturité sexuelle et sont capables de compléter leur cycle vital en se reproduisant. Cependant, ils sont aussi dotés de cette capacité mobile à se disperser eux-mêmes, bien qu'un peu maladroitement et sans grande capacité de propulsion, comme vous pouvez voir. Ainsi, toujours en utilisant de courants et de petites quantités de contractions musculaires de cette sorte de cloche en forme de parapluie, pour qu'ils puissent se disperser vers d'autres endroits à libérer leurs gamètes, c'est-à-dire les spermatozoïdes et ovules, dans la colonne d'eau pour une fécondation externe. Et bien sûr, l'embryon est aussi quelque peu mobile, avec des cils qui leur permettent de nager autour et se fixer à la surface avant de se métamorphoser en un nouveau polype et ainsi commencer la phase suivante du cycle de vie. Chez ces animaux, nous avons vu que la fécondation est largement externe. C'est une forme inefficace de reproduction, car il y a beaucoup de gaspillage. Et c'est plutôt aléatoire aussi, en termes d'espèces comptant sur un coup de chance avec un seul spermatozoïde qui se trouve et s'unit avec un ovule dans l'immensité de cet environnement aquatique. Donc, ce que nous constatons, c'est que la libération des gamètes est souvent déclenchée par des stimuli environnementaux, tels que certaines fluctuations de température qui se produisent chaque année, ou certaines phases de cycle lunaire, de sorte que différents organismes dans la population peuvent synchroniser leur comportement reproductif et être là au bon moment. Nous constatons également que beaucoup de ces organismes sont hermaphrodites, ce qui signifie qu'ils sont à la fois mâles et femelles. Le mot hermaphrodite fait référence à la progéniture d'Hermès et Aphrodite, qui ont eu un enfant bisexué ensemble, qui a été nommé Hermaphrodite. Au fait, Hermès était ému d'Aphrodite, mais elle n'était pas si chaude pour lui. Elle l'a rejeté au début et a cédé seulement quand il a pris une de ses sandales et a insisté pour qu'elle lui fasse l'amour avec lui avant qu'il ne la rende. Je suppose que la morale de cette histoire est soit que tu gardes tes chaussures dans un endroit en sécurité,
ou ne pas s'y attacher trop à vos sandales. De toute façon, hermaphrodite est une contraction de ces deux noms provenant de cette langue morte, le grec ancien. En biologie, on appelle les organismes hermaphrodites monoïques, ce qui signifie une seule maison pour les deux sexes, puisque les deux sexes se trouvent dans le même organisme. La deuxième racine est la même que éco dans écologie, qui signifie l'étude de notre maison, et économie, cela signifie la gestion de notre maison. Bien que je dirais que les économistes n'ont pas fait un si bon travail sur ce compte jusqu'à date. Plus tard dans l'évolution animale, les sexes sont séparés en différents individus et se sont connus sous le nom de dioïques, ce qui signifie qu'il y a deux maisons pour ces différents sexes. Mais le terme hermaphrodite est beaucoup plus courant que monoïque. Un grand désavantage d'être un hermaphrodite, comme cet escargot, serait l'autofécondation, parce que vous perdez les avantages de la reproduction sexuelle à recevoir la génération de diversité génétique dans la génération suivante en mélangeant les gènes de différents individus. Vous allez évidemment pas trouver de variation génétique si vous allez reproduire avec vous-même. Vous allez en fait créer une sorte de clone. Ok, très bien. C'est assez, c'est assez là. C'est assez, les gars. Sortez d'ici. Voyons. Vous parlez de narcissique. Alors, pour afin d'éviter l'autofécondation et promouvoir la fertilisation croisée chez les animaux hermaphrodites, il y a une différence dans le timing du développement sexuel, qui est généralement le mâle en premier et les phases reproductives femelles en second lieu. Au début, l'hermaphrodite va se présenter sexuellement comme une forme mâle, libérant du sperme jusqu'à ce que la phase mâle soit terminée. À ce moment-là, l'animal se développera dans sa phase femelle et libère des œufs ou d'ovules. Cet intervalle de temps entre les phases mâles et femelles empêche l'union physique de leurs propres spermatozoïdes et ovules et favorise également la fécondation croisée entre différents individus qui sont dans des différentes phases sexuelles. Enfin, tous les animaux ont d'importantes exigences en matière de diffusion. L'échange de gaz pour acquérir l'oxygène et pour rejeter les gaz résiduels comme le CO2. Et aussi pour excréter les déchets alimentaires issus des processus de la digestion métabolique. Et ce que nous remarquons avec ces simples animaux est qu'aucune adaptation n'est nécessaire pour satisfaire ces besoins, parce qu'ils sont entourés par l'eau, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il est à cause de cet haut niveau de surface de contact, via la loi de Fick, nous constatons que la diffusion est favorisée passivement du fait que la grande circulation d'eau, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de ces animaux, leur permet de respirer et d'excréter par diffusion passive, et donc ne nécessite pas d'adaptation pour permettre cela.